Comment j'ai réalisé un film qui a été projeté sur les ondes de CBC. Il y a 10 ans, j'étais qu'un amateur avec une caméra empruntée, j'avais fait quelques courts-métrages, mais honnêtement, j'étais loin d'être un professionnel et j'avais ni fait d'école de cinéma, ni vraiment travaillé dans le cinéma, mais un jour, sur un coup de tête, je me suis dit que je vais faire un court-métrage. Le petit court-métrage, on en a entraîné un deuxième, puis un troisième, puis un dernier qui a eu la chance d'être projeté directement sur le média canadien CBC, qui est quand même une chaîne nationale. Pour ceux qui sont français, l'équivalent de France 2. Alors, comment passe-t-on de ça à ça? Donc, je retourne en arrière. En 2012, donc j'ai dit, je fais quelques petits courts-métrages sur un coup de tête d'ailleurs, parce qu'on m'engage un petit peu à le faire, parce que j'avais une plateforme web qui critiquait les films. Et un jour, il y a un mec qui me dit, qu'est-ce que tu fais de plus que ça? Et ben, en l'occurrence, rien. Donc, je me suis dit, je vais aussi moi-même tester et créer des films. Alors, en disant ça, c'est un petit peu, voilà, ça me fait sourire et rire parce que un film, il y a tout niveau de film, évidemment, il y a des énormes budgets, il y a des énormes productions. On le sait, un film américain, c'est pas comme un film français, par exemple, ni comme un film autoproduit comme l'était mon premier. Mais mon premier, il m'a quand même coûté 25 000 $, donc c'est quand même pas rien parce que je voulais que ce soit parfait, visuellement attractif. J'ai pris des professionnels pour chaque poste. Et en l'occurrence, bah, ça m'a fait beaucoup apprendre, mais ça m'a coûté très très cher. Les films d'après, j'en ai fait 4 autres derrière. Ils m'ont coûté moins cher, évidemment, parce que je m'étais fait un réseau et surtout j'avais moins peur que tout soit parfait. On peut faire des choses avec 3 bouts de ficelle, pas beaucoup d'investissement, et aujourd'hui, même avec le montage, on rattrape beaucoup de choses, donc c'était moins nécessaire. Ceci dit, sur le dernier film et pourquoi il a été financé par CBC, je vous donne le contexte. On est donc 1 an avant les Jeux Olympiques de Pyeongchang. Les Jeux Olympiques de Pyeongchang, c'est donc les Jeux Olympiques d'hiver, et donc on arrive en 2017, soit quelques années après mes débuts en tant que cinéaste. Et en l'occurrence, je regarde un documentaire spécialisé dans des nageuses qui y allaient au JO du Brésil, là, de Rio. Et moi-même, je connaissais un sportif qui s'appelle Eric Radford, qui était champion du monde dans son domaine, en l'occurrence le patinage de couple. Et je me dis, ça serait intéressant de savoir s'il y a un documentaire qui est fait autour de la préparation de Eric qui va aller au JO l'an prochain. Et je réfléchis à ça, puis je connais un petit peu, mais c'est pas non plus mon best friend, quoi. Donc, je lui envoie un petit message sur Facebook et je lui demande comment ça va et tout. On était 1 mois avant les championnats du monde. Et j'ai dit juste, est-ce que vous avez quelqu'un qui filme votre préparation olympique avec Megan, vu qu'ils sont à 2? Et là, il me dit, bah non, on n'a personne. Alors là, je me dis, bon, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Et là, il me dit, ouais, bien sûr. Et là, bon, je réfléchis pas très longtemps, hein. Le problème, c'est que je suis pas très légitime. J'ai fait 3-4 courts-métrages. Je suis un nobody dans le domaine du cinéma au Canada à ce moment-là. Et surtout, j'ai juste un peu du bluff en moi qui me dit, bah, ça se tente. Et je lui dis, bah, est-ce que tu sais que j'ai déjà fait un peu de films? Je sais plus si je dis court-métrage à l'époque, parce que je trouve que c'est un peu dévalorisant de parler de court-métrage. Mais en tout cas, je lui dis, est-ce que tu sais que je suis un peu dans le domaine cinéma? Et ça te dirait-tu qu'on se rencontre pour en parler? Et là, il me répond, bah ouais, pourquoi pas? Et donc, on est, je pense, en février, hein, 1 mois avant les championnats du monde. Les championnats du monde, ça a toujours lieu en mars. Il me dit, bah trouvons un temps où on est disponible, Mégane, toi et moi. Et donc on prend une semaine, je pense, pour se trouver du temps. Alors moi, je trouvais un lieu, c'était la bibliothèque de Montréal. J'avais pas vraiment d'idée sur où les trouver. J'étais sûr, c'est que j'avais pas pour leur proposer de venir chez moi. Entre-temps, j'ai une semaine, hein. Là, je me dis quand même, t'as beau avoir fait des courts-métrages, va y aller comme t'es. En l'occurrence, juste toi, tout seul avec tes petites idées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé autour de moi et j'ai eu de la chance un peu parce qu'en regardant dans l'univers justement des courts-métrages, je suis tombé sur la démo d'une personne qui venait régulièrement à des soirées que j'organisais et qui faisait un peu de vidéo. Et sa démo, elle était vraiment chouette. Et lui, il avait du matos en plus. Alors, du matos à la hauteur de personnes qui font des courts-métrages, hein. Donc, un réflexe qui est très bien déjà, mais qui, au sens des productrices derrière, auront beaucoup moins d'intérêt que la plupart des caméras qu'on aura derrière. En l'occurrence, je le contacte et je lui dis, écoute, je suis sur un projet là, je sais pas si ça va aboutir, mais peut-être que ça pourrait t'intéresser parce que ce serait filmer la préparation olympique de Mégane Duhamel et de Eric Radford. Et là, il me dit, ouais, pourquoi pas et tout. Et je lui dis, bah, je les rencontre la semaine prochaine, si tu veux venir avec moi, déjà, je serais un peu plus crédible. Et surtout, en fait, ça sera l'occasion de t'associer au projet. Donc, on se retrouve à la bibliothèque de Montréal, tous les 4. Déjà, là, le moment me paraît improbable parce que rencontrer des champions du monde sportifs dans leur domaine, même si je les avais vus dans la vraie vie, mais on les voit la plupart du temps à la télé et surtout qu'ils nous consacrent une demi-heure sur montrer un peu les angles et les idées qu'on avait, honnêtement, ça me paraît hyper improbable. Mais bon, ça fait le boulot, ça les motive, ils me disent, ah ouais, on est intéressé, tout ça. Go! Alors, go, déjà, le
fait d'avoir un go, pour moi, ça a du mal à connecter, mais je me dis, ok, on y va. Et surtout, ce que j'observe, c'est que je ne crie pas victoire. Pourquoi? Parce que il va falloir le réussir, ce film. Et ça, c'est une paire de manches. En l'occurrence, ce qui se passe, c'est que donc on est en février, je leur dis, je vous laisse faire les championnats du monde qui sont dans un mois et on commence juste après. Il faut savoir qu'ils sont double champions du monde à cette époque-là. Et au championnat du monde en mars, ce qui se passe, c'est que Eric se blesse et il passe au travers complètement. C'est-à-dire, il termine 7 ou 8e, je sais plus. Et donc, ils sont très très loin de la place de champion du monde qu'ils ont habituellement. Un résultat, moyen. D'un point de vue voilà ambiance, et surtout la date où on avait prévu de commencer, moi entre le moment où je les avais eu en février et la date de début qui était choisie, pour lequel j'avais loué du matos, loué un véhicule, choisi de faire tout un ensemble de prises de vue sur cette première journée, j'ai zéro news de confirmation qui seront bien au rendez-vous le jour J. Et en l'occurrence, on avait prévu, je crois, d'être à 7h à la patinoire de Sainte-Julie, donc en banlieue sud de Montréal, et là rien. Jusqu'à 10h le soir, la veille au soir, j'ai zéro news. Avec Audric, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On maintient ou pas? Je fais, j'ai déjà tout le matos qui est réservé, je sais pas. Oui, on va essayer. Et il m'appelle à 22h45, je crois presque 23h, presque prêt à aller au lit. Et là, il me dit, écoute, Cyril, j'ai bien eu tes messages, je suis un peu embêté parce que vous pourrez pas venir demain. Vous pourrez pas venir demain parce que, comme t'as vu, je me suis blessé, donc on va pas patiner. Il est hors de question qu'on imagine pouvoir tourner quoi que ce soit, ça sert à rien. Et moi-même, je me dis, c'est con quand même, on a tout le matos, on est prêt et tout, puis surtout ça met en péril le documentaire qui est prévu avec eux, quoi. Et en l'occurrence, ce que je fais, c'est que je le convainc et je lui dis, mais vous faites quoi demain? On a rendez-vous avec la coach, on va voir, et puis on sait pas trop ce qu'on fera. Ce que je sais pas à ce moment-là, mais que je saurais un an après, c'est qu'à ce moment-là, ils sont à 2 doigts d'abandonner leur carrière sportive. C'est-à-dire qu'ils s'entendent pas trop, pas si je peux dire ça, mais en tout cas, je sais qu'ils s'entendent moins bien. Forcément, elle est très compétitrice, sa partenaire, et lui, le fait d'être blessé, ça a créé du froid entre les gens. Et résultat, j'obtiens quand même d'y aller, mais évidemment, il ne patine pas et on a droit à des prises de vue ultra intéressantes quand même avec leur coach. La tension, elle est hyper palpable parce que honnêtement, normalement, c'est le moment où on sélectionne les musiques de l'année prochaine, mais au-delà de ça, il y a bien plus que ça, il y a de l'émotion énorme où les coachs essaient de les rebooster et essaient de leur dire, si vous voulez aller dans une année olympique, il va falloir vous retrouver. Il va falloir que vous acceptiez l'échec qui fait partie de la carrière d'un sportif. Et il va falloir aussi accepter d'aller de l'avant, de ne plus être blessé pour Eric et surtout d'avancer. Les rushs sont hyper intéressants, pas super bien cadrés parce qu'on est dans du place hyper exigu mais c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment la rédemption, le rebond du sportif. Donc on filme tout ça et on va les voir après une fois par mois. On cale régulièrement donc des journées où là d'abord il se remet un petit peu de sa blessure, donc on le voit chez les physios, au gym et à différents moments, et elle on la voit plus dans son quotidien. Pareil, essayer de reprendre un peu ses esprits, monter les programmes. On a beaucoup d'heures sur les montages de programmes qui n'ont pas eu grand intérêt d'ailleurs au final puisqu'ils en ont changé un mois avant les JO. Moi ça m'a permis d'apprendre à filmer en étant sur une patinoire parce que je sais que patiner, en l'occurrence tenir une caméra c'est autre chose. D'ailleurs au final je ne le sais pas le faire. On a quand même pas mal de rushs intéressants. Suite à ça, on n'a toujours pas de diffuseur. On ne sait pas si on va pouvoir faire financer le film. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai autofinancé tous les coûts au démarrage. On appelle ça autoproduit avec les moyens du bord, c'est-à-dire mes bourses en l'occurrence, mon argent. Ça reste quand même un petit film amateur pour le moment. Mais on a quand même des images quand même ultra intéressantes. Les images d'Audric sont quand même bonnes et on a de quoi faire une bande-annonce. Moi, dans ma tête, je me dis, n'importe qui a des rushs intéressants, a des prises de vue hyper intéressantes sur des gens qui sont quand même connus dans leur domaine, on va trouver un diffuseur facilement. Je passe au moins un mois et demi à contacter tous les diffuseurs d'Amérique du Nord. Est-ce que vous voulez acheter un court-métrage? Non, à l'époque, c'était pas un court-métrage. À l'époque, c'était un long-métrage sur Meghan et Eric. Personne n'aurait. Mais alors personne. En l'occurrence, porte close partout. Et là, j'ai un pote qui connaît bien le domaine télé, ciné. Il me dit, mais Cyril, t'es personne là aujourd'hui dans la sphère montréalaise. Personne va te répondre parce que t'as rien produit, t'as rien fait. Et ils ont pas de raison de te répondre. Même si t'as les meilleurs rushs ou les meilleures prises de vue qui soient. On avait fait une bande-annonce. Cette bande-annonce, elle était bien. Moi, je la trouvais vraiment cool. On maîtrise un peu le montage quand même, donc il y avait de quoi vraiment motiver quelqu'un. Qui me dit, mais va pas chercher des diffuseurs, va chercher des producteurs. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais passé à l'étape finale, alors même que normalement un film se fait avec une société de production. Sauf que moi je disais, mais c'est moi la production. Alors oui, c'est autoproduit, mais alors honnêtement, quand on voit de l'intérieur comment fonctionne une société de production, ça n'a rien à voir avec ma petite prod et mes petites prods que je faisais jusqu'à présent. Ceci dit, je repars à zéro, je prends tout l'été pour contacter toutes les boîtes de prod de Montréal. Je sais plus combien il y en avait.
dépêche, j'envoie beaucoup de mails, j'appelle les gens, etc. Ça mord un petit peu. Il y a quand même beaucoup de noms, beaucoup de réponses négatives, du genre on prend pas des projets en cours, ce que je comprends. Il y a beaucoup de gens qui répondent pas, et il y en a peut-être 3 ou 4 qui répondent ah bah on veut bien échanger avec vous, dont la société de production du documentaire que j'avais vu sur les nageuses qui étaient allées au JO avant. Et là, évidemment, elle regarde la bande-annonce, elle nous dit ça nous intéresse, on a peut-être un segment dans lequel on pourrait le mettre avec nos diffuseurs habituels qui sont CBC, mais c'est pas sûr, il va falloir qu'on fasse les allers-retours, etc. Ça, on est mi-août, je pense à peu près, donc 6 mois après le début de tournage avec les champions. Et pendant 3 semaines, je pense, c'est un peu des allers-retours un peu bizarres. Non, oui, peut-être, bref. En l'occurrence, elles nous disent on veut bien être intéressé par le projet uniquement si les diffuseurs acceptent dès le départ de nous intégrer. On n'ira pas sans diffuseur. À un moment donné, je me souviens que CBC avait dit oui. J'avais pas célébré, mais ils avaient dit oui. Et 3 jours après, la productrice m'est revenue. Non, bah finalement, ça sera pas. Et en fait, j'ai compris que derrière, elle était en train de négocier tout simplement des budgets pour monter le documentaire. On est quand même au final à un truc de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il lui fallait quand même des ressources. On allait ajouter une directrice photo d'expérience. On allait rajouter un monteur, un musicien, évidemment les filles à la production, tous les frais de production de manière générale, une assistante de prod, l'allocation de véhicules, l'allocation de tout un ensemble de matériel, des droits de diffusion ainsi que des rushs. Parce qu'on avait beau avoir des images, je voulais quand même qu'il y ait des éléments additionnels. On se posait notamment la question, est-ce qu'on allait montrer les précédents Olympiques où ils s'étaient un peu chiés et honnêtement, Megan était tombée sur un saut ultra simple. Et finalement, on avait décidé, déjà le prix c'était hors de prix, mais on avait décidé de pas le mettre. D'abord parce que je pense qu'elle aurait pas aimé voir ces images dans ce court-métrage. Et qu'est-ce qu'on fait? Au final, elles nous disent oui, c'est bon. Et là, donc non seulement elle récupère les droits d'archives, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'on aura filmé, elle me le dédommage en coût d'archives, plus on obtient un cachet de scénarisation, très bizarre d'ailleurs en termes de documentaire. J'aurais jamais cru obtenir un cachet là-dessus. Et on est payé sur toute la fin de la production et on a surtout une productrice photo qui vient avec nous sur tous les tournages des 6 derniers jours. Je pense qu'au final, tout est pour tout, on doit avoir entre 10 et 15 jours de tournage, la moitié professionnelle, l'autre moitié, disons, amateur ou semi-pro. Et donc on a de septembre à décembre tout un ensemble de prises de vue prévues jusqu'à fin décembre, le moment où on entre en studio de montage. Parce que c'est le moment où c'est un peu off pour eux et surtout nous il nous faut à peu près 1 mois à 6 semaines pour que tout soit fait, validé par les diffuseurs et prêt pour TBC tout simplement. Et de là je pense que c'est là que les ennuis ont commencé beaucoup plus que sur les tournages. Alors sur les tournages, un réalisateur il fait quoi? Moi je me posais beaucoup de questions sur la technique parce qu'à l'époque je maîtrisais rien et j'avais beaucoup échangé avec des réalisateurs qui me disaient ah non mais moi non plus. Enfin certains réalisateurs ne maîtrisent rien de la technique. Certains cadrent, certains ont tout leur matériel et ils aiment ça et ça fait partie de leur job. Mais je pense que la plupart des gens ils sont derrière un moniteur. Vous trouverez Spielberg, vous trouverez la plupart des grands réalisateurs américains. Vous les voyez derrière une caméra dans les photos, mais c'est jamais le cas. Ils sont toujours beaucoup plus loin que l'action. Et donc au final, le boulot du réalisateur c'est une vision certes, mais c'est aussi tous les échanges et toute la connexion et l'amitié que j'avais créée avec eux pour leur faire dire des choses ou en tout cas obtenir des choses. Et c'est vrai que toutes les interviews, toutes les mises en scène, toutes les réflexions derrière qu'est-ce qu'on veut dire du documentaire, parce qu'au final c'est quand même très monté un documentaire, c'est comme j'ai dit, une mise en scène. On ne va pas filmer des gens qui ne font rien, ça n'a aucun intérêt. Donc il y a quand même tout ça aussi, cette réflexion. Et c'est ça la réalisation d'un documentaire, beaucoup plus que le fait de devoir techniquement maîtriser des outils et avoir une idée de comment est-ce qu'on filme une scène. Mais arrivé en montage, c'est là que ça se complique. Pourquoi? Parce que déjà, tu as des milliers de rushs avec une histoire à composer et très peu de jours. Je pense qu'on avait genre 1 semaine de montage. Et le monteur n'arrêtait pas de dire c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je prémontais des séquences et j'arrivais en lui disant on va faire ça, on va faire ça. Mais bref, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué parce que, ils n'avaient pas toute la vue derrière le montage, derrière tout ce qu'on avait prise de vue. Ils voulaient pas trop qu'il y ait des prises de vue du début parce que ils trouvaient que la cam de Audric était moins performante que celle de la directrice photo. Ce qui est vrai, mais honnêtement, Audric, il a fait du super boulot quand même. Et à chaque fois qu'il fallait les avoir sur la glace, parce qu'ils vont même très vite, il était très très bon, meilleur que la directrice photo, qui a eu moins de temps de toute façon pour s'adapter à ce niveau-là. Autre chose, ce qui s'est passé, c'est arrivé en montage, on est 6 à donner notre avis. On est 2 co-réalisateurs, un monteur, non on est 7 même, 2 productrices et 2 diffuseurs. Donc résultat, il va falloir que ça convienne à 7 personnes. Et là, c'est de tirer les cheveux. Parce que moi, je sais ce que j'ai promis aux athlètes, je sais ma vision aussi.
et qui n'est pas la même que celle des productrices, qui n'est pas la même que celle du monteur. Enfin bon, bref, l'horreur. Au bout de trois jours, je pense, on n'obtenait rien d'intéressant. En tout cas, moi, ça me convenait pas. Ça convenait moyen à la société de production aussi. Je leur ai dit, écoutez, envoyez-le, le film, le montage que vous avez fait, et voyez si les diffuseurs elles vont accepter. Moi, je pense qu'elles accepteront pas. C'est pas ça sur lequel elles ont signé cet été. Et ce qui se passe, bah, effectivement, elles ont dit non. Elles ont dit, bah non, on ne retrouve pas la même émotion que celle que vous nous aviez donnée lors de la bande-annonce. La même qu'on avait fait en amont. Donc au final, on repart en montage, je leur redonne quelques éléments d'émotion qu'il fallait rajouter, et je leur dis, il faut qu'on trouve une boucle de storytelling qui permette de montrer comment des athlètes déchus, qui sont arrivés 7 ou 8e au championnat du monde, bah, d'un seul coup, ils vont remonter vers le titre olympique, ou en tout cas un podium olympique. Donc on fait un deuxième montage, puis un troisième, et le troisième, les diffuseurs disent ok, c'est bon, ça marche. Alors moi, dans ma tête, le troisième montage, j'avais fini par prendre un peu de recul en me disant ça ne sera pas ce qu'on voulait faire au départ, et ça ne sera pas ce que j'avais promis aux athlètes. Par contre, est-ce qu'ils vont aimer le documentaire? C'était sûr. Et surtout, est-ce que ça les mettait en valeur, à savoir des patineurs qui ont poussé les barrières et qui ont fait des figures que personne d'autre fait? La réalité, c'était que c'était dedans. Et c'était ça qui était le plus important pour moi, c'était de montrer qu'en gros, ils avaient vraiment fait progresser leur discipline avec des choses que personne d'autre ne faisait. Résultat, on envoie le tout à ce qu'on appelle l'étalonnage et le mix sonore, et on se dit c'est bon, on part en vacances, c'est Noël, et voilà, on est parti, on est en janvier. Et mi-janvier, donc 3 semaines avant les JO, mi-janvier, Megan me contacte et me dit oh, j'ai eu une info de CBC, il paraît que le film est terminé, est-ce que tu pourrais m'envoyer le lien afin que je puisse te donner mon avis et mon go pour, en l'occurrence, dire que c'est bon. Et là, je suis là, mais il est fini le film. Il est fini, et surtout, j'ai plus du tout de moyen de repartir en montage une fois qu'il est arrivé en étalonnage et en mixage sonore. Donc, je sais pas trop quoi répondre. Et pour le coup, moi qui suis sanguin, qui ai tendance à répondre direct, là, d'un seul coup, je ne sais pas quoi répondre. J'envoie le message à ma productrice qui donne un exemple une réponse, etc., qui lui envoie quand même le lien. Ce qui est quand même assez cool parce qu'au final, bah, ils n'ont pas vraiment signé de contrat dans ce genre de... On aurait pu d'ailleurs leur faire signer un contrat, mais c'était un accord tacite et surtout une confiance mutuelle. Donc c'est pour ça que j'y tenais moi aussi que le rendu final leur plaise. Et donc je lui envoie en me disant je ne sais pas comment on va le prendre, mais peut-être qu'il y a un risque qu'elle le prenne mal. Je crois que j'ai pas de réponse pendant l'après-midi, et à la fin de journée j'ai juste un message de deux mots, pardon, sounds good. Genre c'est bien, et c'est tout. C'est tout. Et alors moi, à sa place, je l'aurais jamais regardé avant les JO. Pourquoi? Parce que ça retrace leur année de galère. D'ailleurs, elle m'avait demandé de pas trop en parler dans le courant de l'année, parce qu'elle s'était bien rendu compte qu'on allait utiliser ça. Elle m'avait dit, tu sais, faut pas que on parle trop de la Lessius d'Eric, notre carrière c'est plus que ça, etc. Ouais, mais en même temps, c'est un peu notre base de storytelling, donc on peut pas l'oublier, et surtout, c'est ça qui crée de l'émotion. Et c'est ça que les gens voulaient voir, parce que jusqu'à ce moment-là, Eric et Megan étaient quand même vus comme beaucoup des athlètes, un peu des machines de guerre. Et je pense que les gens avaient du mal à s'identifier à eux, notamment sur l'aspect émotionnel, parce que justement, cette quête de la réussite et des exploits était beaucoup plus importante que leur mise en scène de leur vie privée ou de choses spécifiques. Bref, ça marche, les JO arrivent. Là, en termes de réalisation, nous, on n'a plus rien à faire. Si ce n'est un peu de promo en disant quand le film sera sur la plateforme de CBC, parce qu'elle est aussi sur une plateforme, on pourra en faire un peu la promo, mais honnêtement, ça va être sur la plateforme de CBC, ça va être sur YouTube, et ça va être à la télé. J'ai plus rien à faire. Et résultat, en fait, on ne nous prévient même pas quand ça passe à la télé, parce qu'il y a deux semaines de JO, et on nous le dit le lendemain, mais on nous avait prévenu. Hein. On nous avait dit, on ne sait pas trop quand est-ce que ça passera, mais ça passera pendant les épreuves olympiques. Et effectivement, le lendemain, on a eu une info. Bah, en fait, le film est passé, puisque leur épreuve arrive dans 3 jours, il est passé hier. Ah, ok, cool. Et donc, par contre, quand le film est lancé sur la plateforme de CBC, donc on en fait beaucoup de promos, sur YouTube aussi, alors je sais plus combien il y a eu, une millier de vues, c'est énorme, mais pour le coup, ce qui est très intéressant aussi, c'est de savoir comment ils ont performé, puisque au final, ils se battaient pour aller chercher, je vais dire plutôt une médaille, parce que le titre olympique, pour être honnête, en 2 ans, le paysage avait beaucoup changé, et que les juges avaient déjà un petit peu décidé qui étaient les gens qui voulaient mettre sur la première et la deuxième place, donc ils se bataillaient beaucoup plus pour une médaille, en l'occurrence de bronze. Sur la partie team, donc par équipe, le Canada était ultra favori, et ils ont participé et œuvré avec les autres patineurs à avoir la médaille d'or tous ensemble. Ils ont fait des programmes très corrects. Et sur la partie individuelle, ce qui était la plus importante, je pense qu'ils sont 3e dans le programme court, et ils font 2e dans le programme libre, et donc ils arrivent à avoir la médaille de bronze, qui était quand même assez inespéré. Le programme a très très peu d'erreurs, donc là je suis hyper fier d'eux, parce que c'était pas le cas un an avant, et surtout pendant un an, on les a quand même bien juste cassé la gueule aussi.
Et comme elle dira après, elle dira, je pense que personne n'est arrivé plus préparé que nous à ces JO. Et là-dessus, ils avaient une mentalité et une façon d'être sur la glace qui explique aussi peut-être ce manque de transparence sur leurs émotions dans leur programme, qu'on leur a reproché d'ailleurs, parce que c'est un sport quand même qui est artistique. Mais pour pouvoir passer un quadruple saut voilà, au millimètre près, on n'a pas d'autre choix que d'être parfait au niveau du mental. Et au niveau du mental, c'est vrai que c'était une machine de guerre. On avait vraiment l'impression qu'elle était dans sa bulle. J'avais demandé à un moment donné, est-ce que c'est possible de faire un porté off ice un peu différent pour créer la métaphore de l'oiseau et créer une envolée, pour faire quelque chose dans le documentaire. Et m'avait regardé. Là, tu es en train de me demander d'être jeté en l'air dans des patterns qui sont pas du tout ceux que je fais en ce moment, qui sont calés au millimètre près dans mon cerveau. Je sais à quel endroit je suis quand il m'envoie ou quand il y a des... C'est hors de question qu'on tente ça maintenant. Et elle avait raison, en fait, parce que tout le mindset qu'elle avait créé, d'ailleurs, elle était suivie psychologiquement là-dessus, il était indispensable pour pouvoir performer au JO. Donc oui, on était hyper fiers de leurs résultats. Oui, il y a eu un moment où vraiment je me suis dit, bah, je suis hyper fier et de notre résultat, parce qu'au final, le film est toujours en ligne. Si vous voulez le voir, il est sur YouTube, il est plus sur la plateforme de CBC où il a fait des milliers de vues aussi. Mais donc, il est le fruit de notre travail de 1 an. Bah, alors, pas 1 an à temps plein, mais de 1 an de travail. Et il explique aussi aujourd'hui pourquoi je suis arrivé à un petit peu ce poste au niveau de l'agence de communication digitale. Parce que, comme m'a dit une pote un jour, elle m'a dit, tu as fait tellement de choses différentes dans le web, dans la vidéo, dans le montage, dans la technique, qu'aujourd'hui, ça fait du sens que tu sois arrivé ici. Donc, j'ai plus l'occasion malheureusement d'en faire autant aujourd'hui, mais c'est vrai que ça fait partie des choses dont je suis hyper fier, comme plein d'autres projets que j'ai fait à Montréal. Je vous en parlerai à une autre occasion si vous voulez. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Et puis comme d'hab, vous avez plein d'autres vidéos à découvrir qui sont pas sur le patinage pour le coup, mais qui peuvent aussi vous intéresser. Et si vous avez des questions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, parce que leur carrière est finie, d'ailleurs ils patinent même plus ensemble, enfin ils sont officiellement retraités, mais Eric fait encore des shows et plus avec Megan. Donc en l'occurrence, je peux vous donner toutes les infos que j'ai un tout petit peu avant cet épisode-là et même pendant, parce que je les ai très longtemps côtoyés. Et puis voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est l'occasion. À la prochaine, bye.